Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire organisé sous l'égide du MEDEF Île-de-France avec la participation de tous les MEDEF territoriaux d'Île-de-France, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val d'Oise. Donc, on a avec nous un certain nombre d'invités. Je vais commencer par Laurent Cavalido, donc de la région Île-de-France, Amandine Martin, qui nous vient du Transilien SNCF, Charlotte Bernard, Transilien SNCF également, et puis Mathieu Dunant, du groupe RATP. Alors, vous allez vous présenter un petit peu plus en amont, parce qu'on est sur un petit peu de façon plus détaillée. On est sur un sujet qui, je pense, intéresse énormément de monde, parce que le compte à rebours a démarré. On va bientôt revenir des conditions de non-confinement, non-restriction. On va pouvoir aller venir de manière quasi normale, avec, bien sûr, le respect des gestes barrières, etc. On va rentrer dans les détails, mais moi j'ai envie de vous poser une question à tous. C'était quoi? Comment vous êtes allé travailler ce matin? Quelle était l'ambiance? Dites-nous un peu, situez-nous un peu comment les choses se passent pour vous, chacun d'entre vous. Alors je ne sais pas, parole à... Qui veut prendre la parole en premier? Laurent Calvalido, peut-être pour commencer. Nous, côté région Île-de-France, on est encore majoritairement à presque 100% télétravail, et donc je suis également en télétravail. Donc le siège à Saint-Ouen-Neuf est aujourd'hui quasiment vide, hein, il n'y a pas beaucoup de gens, et donc auparavant, effectivement, c'est plutôt à vélo, moi, que j'allais au travail quand je m'y rendais. D'accord. Amandine? Oui, alors moi, comme 2/3 des franciliens, je suis en télétravail puisque le siège transilien est en télétravail. Vous comprendrez bien que avec une offre de transport quasiment à la normale, nos opérationnels sont sur le terrain. Mais voilà, je suis en télétravail étant donné que je suis partie du siège. Voilà. Charlotte Bernard, vous êtes en télétravail aussi? Oui, également, tout à fait. Donc, comme Amandine, voilà, on suit les prescriptions de télétravail 100%, encore pour quelques semaines. Et on a hâte aussi de revenir en présentiel également pour retrouver les équipes. D'accord. Et pour finir, Mathieu Dunant? Oui, bonjour à tous. Écoutez, je vais pas être très original, mais même réponse pour ce qui me concerne. Je suis en télétravail également, et ça me permet de rebondir sur les propos d'Amandine à l'instant. Hein. Tout comme Transilien, nous avons un double devoir d'exemplarité, si je puis dire. Le premier, évidemment, c'est d'être en télétravail pour ceux qui peuvent l'être, mais le deuxième devoir d'exemplarité, c'est évidemment d'être sur le terrain pour que le service soit assuré. Et en vous disant ça, je pense évidemment à tous mes collègues qui sont conducteurs de bus, conducteurs de métro, qui accueillent les voyageurs dans les stations, qui maintiennent les installations et qui, eux, bien entendu, sont sur le terrain jour après jour. Alors moi, je vais vous dire, dans la mesure où j'ai recréé une entreprise dans le courant de l'année dernière, donc c'était en plein confinement, je me suis dit que j'allais prendre des bureaux à littéralement 5 minutes à pied de chez moi, et donc ce matin, je suis venu à pied. Il m'arrive de venir en vélo aussi, et parfois d'utiliser ma voiture professionnelle quand je dois me déplacer dans d'autres endroits de l'Île-de-France, et je suis un familier d'à peu près tous les modes de transport qui existent en Île-de-France, aussi bien le train, le métro, le RER, les trottinettes électriques, enfin, j'en passe et des meilleurs. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que le JDD a publié, et le Parisien aussi a publié pas mal d'articles ces derniers temps sur la manière dont les franciliens abordent la question du retour au travail et aborde la question de mobilité. Moi, j'ai l'impression que la situation Covid a profondément changé les usages, et qu'aujourd'hui, les gens qui habitent l'Île-de-France envisagent peut-être les choses d'une façon différente.
l'impression qu'on ne reviendra pas, en tout cas dans les comportements et dans le ressenti sur un certain nombre de choses. Voilà, il y a des habitudes qui ont été prises. Donc, l'idée de ce séminaire, c'est de vous donner la parole et puis aussi de donner la parole à ceux qui nous écoutent, qui ont la possibilité de vous adresser des questions qui concernent justement leurs préoccupations, qu'ils soient employeurs ou qu'ils soient employés, et qu'on puisse faire le mieux possible pour essayer de répondre à leurs questions. Alors d'abord, la gouvernance et le financement du transport en Île-de-France. Laurent Cavalido, vous êtes directeur général adjoint en charge du pôle logement-transport à la région. Je pense que c'est bien que vous reprécisiez un petit peu les contours, le contexte, que les gens qui nous écoutent sachent de quoi on parle. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, concernant la gouvernance des transports, donc c'est l'autorité organisatrice et Île-de-France Mobilité. La région en est un des membres majoritaires, mais donc dans la gouvernance, on a également les départements. On a aujourd'hui un siège également au conseil d'administration pour les associations d'usagers. Les entreprises sont représentées aussi à travers la chambre de commerce et d'industrie. Et en quelques mots, les transports en commun en Île-de-France, c'est quand même un budget, il faut l'avoir en tête, de pas loin de 11 milliards d'euros. Et en termes de financement, c'est effectivement les entreprises qui financent en grande partie à travers le versement transport qui représente à peu près 4 milliards et demi, et à travers le remboursement employeur, le 50% de Navigo qui représente pas loin de 900 millions d'euros. Donc c'est quasiment 50% du financement des transports en commun qui est pris en charge par les employeurs. Le reste étant donc les collectivités territoriales qui contribuent autour de 1,8 milliard, et puis les recettes tarifaires, les recettes billettiques, donc les voyageurs, qui contribuent pour eux à hauteur à peu près d'un peu moins de 3 milliards d'euros. Donc c'est moins de 30%, en gros, de ce qu'on paye représente moins de 30% du coût des transports en commun, et ça, beaucoup de franciliens l'ont pas forcément en tête, vis-à-vis du fait qu'on a l'un des réseaux les plus importants au monde, et qu'on peut, avec le pass Navigo, à 37,50 € lorsqu'on a le remboursement employeur, voyager sur l'ensemble de ce réseau de manière illimitée sur le mois. Donc voilà, rapidement, pour donner un petit peu les ordres de grandeur sur ce qui est fonctionnement du réseau de transport, sachant qu'à côté de ça, la région intervient sur tout ce qui est les investissements nouveaux aux côtés de l'État, où là aussi, c'est de nombreux investissements qui sont mis sur toutes les nouvelles lignes et l'augmentation de l'offre de transport, à côté également de ce que fait la Société du Grand Paris, notamment sur le nouveau réseau du Grand Paris Express, qui va aussi radicalement changer la donne. Voilà très rapidement quelques éléments sur lesquels je pourrais revenir si besoin, s'il y a des questions sur ce sujet. Oui, je crois que c'est important de préciser, en fait, schématiquement, que, en gros, quand on utilise un moyen de transport en Île-de-France, l'utilisateur paie 30% du coût réel, enfin du prix total d'exploitation, et que le reste est pris en charge par les employeurs. Alors, l'ensemble des employeurs, voilà, et puis les collectivités elles-mêmes qui participent au financement de cette exploitation, et puis que les investissements, c'est encore autre chose. Voilà, et je rajouterai juste un point, c'est que les augmentations d'offres liées aux investissements vont faire qu'avec le Grand Paris Express et tous les prolongements de métro, c'est 2 milliards d'euros en plus qu'il va falloir payer à terme d'ici 2030. Et donc, il y a un triple défi. Il y a un défi de soutenabilité budgétaire à un moment donné. Il y a un défi de redonner envie, malgré tout, aux franciliens de reprendre les transports en commun, parce qu'ils jouent un rôle primordial sur le plan de l'environnement, parce que c'est vrai que en termes de masse transit vis-à-vis des flux générés, et c'est vraiment des transports bas carbone qui sont indispensables dans la lutte contre le réchauffement climatique, en termes aussi d'équité sociale, de désenclavement des territoires. Donc c'est un enjeu très fort de pouvoir redonner envie de prendre ces transports en commun. Et puis un dernier défi qui est lié au changement de mode de vie par rapport à cette crise qu'on évoquera par la suite, donc les nouveaux modes de vie, nouveaux modes de travail qui vont aussi là-dessus jouer beaucoup sur comment ont évolué ces modes de transport. Oui, on a vu quand même que les différents transporteurs, enfin
les équipes, les gens qui étaient en charge de faire fonctionner tout ce système de transport, parce que pendant la crise, ce système de transport ne s'est pas arrêté. Il y avait certes moins de fréquentation, mais pour beaucoup de gens qui sont en première ligne, il a fallu s'adapter, et puis s'adapter, transformer la manière dont on opérait tout ce réseau. Je pense que c'est intéressant d'avoir un peu des précisions de la part de Mathieu Dunant, qui est directeur de projet au sein de la direction de la stratégie du groupe RATP. Il a fallu s'adapter vite, de manière efficace, et en gros, on a quand même l'impression que ça a bien marché. Bah, écoutez, si vous avez cette impression, merci de le dire, et je pense en effet que l'ensemble des équipes sur le terrain et les entreprises, la RATP comme ses homologues, ont fait vraiment le maximum pour s'adapter à cette situation inédite et continuer à proposer la meilleure offre de transport possible aux voyageurs. Je vais juste vous donner deux exemples. On a évidemment considérablement augmenté la fréquence de nettoyage de l'ensemble de nos équipements, et en particulier des bus et des métros, pour s'adapter évidemment à cette situation nouvelle liée au Covid. Et ça s'est fait extrêmement rapidement dès le début de la crise. Un autre exemple que je souhaite vous donner, c'est, vous l'avez sans doute vu, une semaine seulement après le début du premier confinement, et là je parle de la période la plus difficile, même si la suite n'a pas toujours été simple, mais que l'on a connue au mois de mars 2020. En lien avec Île-de-France Mobilité, la RATP a mis en place des systèmes de transport par bus dédiés au personnel hospitalier, avec 22 navettes qui permettaient au personnel hospitalier de pouvoir notamment se déplacer entre les grandes gares parisiennes et parisiennes et franciliennes, bien sûr, et les établissements hospitaliers. Donc je pense que sur le terrain et d'un point de vue très très opérationnel, on a vraiment fait la preuve de la capacité à être extrêmement réactif et à s'adapter à la situation nouvelle. Bien entendu, aujourd'hui, les défis, ce sont ceux que Laurent a souligné à l'instant. Cette question de soutenabilité budgétaire, mais qui est plutôt une question pour les pouvoirs publics, pour l'autorité organisatrice, bien sûr en lien avec l'ensemble des opérateurs. La question redonner envie de prendre les transports en commun, ça rejoint ce que je disais à l'instant. Je pense que cette envie n'a évidemment pas disparu, mais il faut poursuivre les efforts de reconquête que nous menons tous ensemble pour pouvoir assurer des transports qui soient non seulement évidemment totalement sécures en termes de santé publique, mais qui soient aussi qualitatifs et adaptés à la nouvelle donne. Et puis les nouveaux modes de travail, ils ont évidemment un impact sur la façon dont on se déplace en Île-de-France. Je pense qu'on viendra là-dessus par la suite. Il y a encore beaucoup d'inconnus sur l'évolution du télétravail, sur l'évolution du e-commerce par exemple, sur aussi le fait de savoir à quel rythme les touristes vont revenir en Île-de-France. Mais je crois qu'en synthèse, j'ai aussi envie de vous dire que le télétravail ne s'oppose pas à la mobilité. Télétravailler, c'est simplement se déplacer autrement, et c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à bien comprendre pour pouvoir proposer aux Franciliens des transports qui répondent le mieux possible à cette nouvelle donne. Alors sur l'adaptation ultra rapide côté SNCF Transilien, peut-être Charlotte Bernard peut nous en dire un mot. Parce qu'il a fallu bouger très vite. Et puis ensuite, on donnera la parole à Amandine Martin. Alors effectivement, à l'instar de nos collègues de la RATP, on a aussi été extrêmement réactifs pour adapter à la fois nos offres, mais également les services que l'on a proposés aux voyageurs durant toute cette crise. On a été très attentifs aux besoins spécifiques qui émergeaient de certaines typologies de voyageurs qui avaient besoin de se déplacer. On a cité les personnels hospitaliers, évidemment bien d'autres. Donc, on a fait très attention à ce type de voyageurs durant toute la crise, et on a eu à cœur de beaucoup les accompagner et les rassurer sur tout leur parcours, notamment en leur permettant d'avoir un parcours le plus sans contact possible. Donc, on a favorisé beaucoup de signalétique pour les aider à garder une distance au départ. On les a aussi invités à utiliser beaucoup tous les moyens de sans contact, tout simplement pour les rassurer dans ce contexte de crise sanitaire et cette appréhension que chacun pouvait avoir encore très fortement il y a quelques mois de contamination.
Donc, on a été présent à leur côté depuis le début. En fait. En tout cas, vous avez démontré qu'il y avait des changements pratiques, concrets, qui pouvaient finalement se mettre en place, j'allais dire presque facilement. Alors qu'on a souvent l'impression qu'en France, les choses ont du mal à bouger, que c'est long, que c'est compliqué. Finalement, non, pas tant que ça. C'est vrai, tout à fait. Ça a été très rapide, très réactif, et on voit que voilà, quand on donne des conseils qui sont simples, en tout cas, nos voyageurs sont tout à fait enclins à les suivre et les apprécient. Bon, donc il y a des bonnes habitudes qui ont été prises. Alors, évidemment, maintenant, les enjeux vont être différents parce que le JDD montre que une part très significative des Franciliens travaillent au moins un jour à la maison. Donc, il y a vraiment des habitudes comportementales qui ont été prises à la fois côté entreprise et côté de leurs collaborateurs. Et c'est intéressant parce que pendant très longtemps, on parlait du télétravail, mais finalement, on le pratiquait assez peu. Il y avait des réticences aussi bien côté employeur que côté employé. J'ai l'impression que ces réticences ont été quelque part balayées par ces nouveaux usages. Amandine Martin, vous êtes secrétaire générale du Francilien SNCF. C'est quoi maintenant les enjeux de cette nouvelle période qui s'annonce? Alors c'est vrai que cette crise, on voit qu'elle a impacté les entreprises dans leur activité et dans leur organisation. Et c'est surtout sur ce dernier point que je voulais intervenir parce que on voit avec l'étude dont vous parliez du Forum Vie Mobile qui explique que 2/3 des Franciliens rêvent désormais de déménager, dont un quart dans une autre région. Que 71% des Franciliens souhaitent passer moins de temps dans les transports. On comprend vite que pour qu'un territoire reste attractif, il faut prendre en compte le déplacement comme faisant partie intégrante de la qualité de vie au travail des salariés. Et c'est ma conviction, c'est celle-là, c'est que la qualité de vie au travail commence dès que le salarié sort de chez lui pour se rendre au bureau. Pour le comprendre, je voulais peut-être vous donner quelques informations d'études qu'on a réalisées en partenariat avec l'Institut Paris Région. Parce que même si les Franciliens rêvent de la ville du quart d'heure dans ce fameux sondage, on voit quand même que ces 20 dernières années, on a une hyper-concentration des pôles d'emploi. J'ai deux chiffres, 68% des emplois se concentrent sur 6% du territoire. Et vous l'avez compris, ces 6% du territoire, c'est surtout Paris et la petite couronne. Donc on voit qu'il y a un grand besoin de déplacement auquel Transilien évidemment répond avec ses 15 lignes et ses 390 gares sur tout le territoire. Alors, avant crise, c'était 3,4 millions de voyageurs et 3% de croissance par an en moyenne. Bon, alors c'est vrai que maintenant, nous sommes à 50% de fréquentation, mais on voit bien que le mass transit, même si on ne sait pas encore si tous nos voyageurs reviendront dans nos trains, mais on voit quand même que c'est difficilement remplaçable par d'autres moyens de transport. On a justement fait une étude en septembre pour comprendre un peu les nouveaux usages qui sortaient de cette crise avec plus de vélos. On a fait des hypothèses de travail, et si plus de vélos, et si plus de voitures. Et sur ce dernier point d'ailleurs, on a fait l'hypothèse que si seulement 10% des voyageurs, de nos voyageurs des transports en commun se reportaient sur la voiture, c'était sur un axe comme Argenteuil-Paris, plus de 50% de temps de parcours. Autant vous dire que dans une circulation routière aussi saturée que l'Île-de-France, ça n'est pas une bonne nouvelle. Donc on voit que c'est difficilement remplaçable, en tout cas que notre rôle est difficilement remplaçable. Et c'est vrai que c'est justement parce que on voit que ce rôle-là est indispensable que
qu'on s'intéresse évidemment à tout ce qui est saturation des heures de pointe et donc cette frustration de nos habitants de vouloir passer moins de temps dans les transports. En tout cas, l'objectif pour Transilien, c'est que ce temps-là soit le plus agréable possible. Donc, c'est un sujet qui est pris au sérieux. Alors, comment on fait parce que, évidemment, ce sujet-là va vite revenir sur le devant de la scène. Même si je ne connais pas le nombre de personnes qui vont revenir au travail, ils vont revenir au travail. Les salariés reviendront et donc c'est maintenant qu'il faut se poser la question de comment du coup on les accueille mieux puisque la crise nous fait poser tout un tas de questions sur l'organisation du travail. Donc comment on les accueille mieux, comment on les fait revenir sereinement et donc comment côté Transilien on améliore les déplacements des salariés. Pour ça, il y a plusieurs sujets. On agit sur l'offre de transport, mais c'est vrai que le transport, en tout cas, est calibré. Nos trains sont calibrés pour les heures de pointe, donc c'est difficile de faire plus. On agit sur le matériel, et c'est pour ça qu'Île-de-France Mobilité, d'ailleurs, a investi grandement ces dernières années et continuera à le faire ces prochaines années pour des matériels plus capacitaires, hein, c'est-à-dire on peut mettre plus de monde dans une seule rame. On agit sur la propreté, ça Mathieu l'a rappelé, hein, en temps de crise sanitaire, on nettoie et on désinfecte. Désormais, c'est devenu un standard et ça le reste après la crise pour rassurer du coup les voyageurs et les salariés sur le plan sanitaire. On donne des conseils sur les déplacements, mais c'est vrai qu'au moment où on parle toujours quand même de distanciation, et je vais conclure là-dessus. On en revient quand même toujours pour nous à l'organisation des heures de travail, c'est-à-dire au décalage. En tout cas, l'une des solutions, c'est vraiment le décalage par rapport aux heures de pointe, le décalage des heures d'arrivée et des heures de départ. Je sais que c'est difficile pour les entreprises parce qu'elles ont déjà connu du coup la révolution du télétravail, comme vous le disiez. Mais si on veut que la qualité de vie au travail soit complète, il faut vraiment avoir ça en tête et ça peut être une des solutions. Et Charlotte Bernard, qui est la spécialiste du conseil aux entreprises, nous en parlera tout à l'heure. Sur les points que vous avez évoqués, moi j'ai d'abord envie de revenir sur un point qui est vous disiez les habitudes qui ont été prises en matière de propreté. En matière de désinfection, ça va rester. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples et illustrer peut-être comment ça se passait avant et comment ça se passe maintenant? Je pense que c'est des choses très concrètes peuvent vraiment intéresser les gens qui nous écoutent. Alors, bon, autant vous dire que les rames étaient déjà nettoyées, je vous rassure, auparavant. Mais là, non seulement elles sont nettoyées quotidiennement, mais elles sont désinfectées et donc avec des produits spécifiques. Je ne rentrerai pas dans le détail. Vous avez également, maintenant, comme dans chaque commerce, du gel hydroalcoolique dans chacune des gares. On a également, pour éviter de retirer son masque, puisque la première mesure barrière, c'était l'établissement du port du masque obligatoire. Et donc, pour éviter de retirer son masque dans les transports, on a demandé à nos voyageurs de ne plus manger ni boire à bord. Ça se fait déjà hors crise sanitaire dans tout un tas de pays. Mais c'est vrai que ça permet d'assurer quand même et de rassurer un certain nombre de nos voyageurs. Et puis, du coup, en plus, ça fait des rames, autant vous dire que ça fait des rames plus propres. Donc, c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà, en gros les mesures qu'on a en termes de propreté. Puis, vous avez aussi, Charlotte le disait, la signalétique, donc la gestion des flux un peu diversifiés, qui permet aussi, quand c'est possible, hein, je dis que ça n'est pas évident en heure de pointe, même à l'heure actuelle, mais voilà, qui peut aider. Oui, alors c'est vrai qu'il y a certains pays qui prohibent de manière assez stricte d'ailleurs toute forme
d'utilisation de nourriture ou de boissons dans les transports en commun. Je sais qu'à Singapour, qui est peut-être un peu l'extrême, c'est puni d'une amende et il y a des rames dans tous les trucs, des QR codes qui permettent aux voyageurs qui sont témoins d'une infraction d'uploader directement la photographie du contrevenant potentiel sur le système du gouvernement. Vous voyez qu'on peut aller assez loin dans je sais pas si. Alors nous on a des QR codes. Nous on a des QR codes, mais juste pour signaler la propreté ou la non-propreté des rames, pas pour dénoncer. Écoutez, quelque part c'est rassurant. Donc ça c'est pour côté Transilien. Côté RATP, j'imagine qu'il y a aussi des choses qui ont été faites dans ce domaine. Oui, bien sûr, ma réponse va être très proche de celle d'Amandine. Nous avons renforcé évidemment la fréquence de nettoyage de l'ensemble des rames, des autobus, et puis innové dans l'application de méthodes de désinfection, comme le disait Amandine également. Donc, de ce point de vue-là, les actions de l'ensemble des opérateurs ont été évidemment très proches et concordantes. Et je voudrais aussi insister en effet sur cet aspect de parcours fluide pour les voyageurs. Il y a cette question de réassurance liée évidemment à la crise sanitaire en tant que telle, mais plus globalement, nous poursuivons nos efforts pour que l'info voyageur qui soit distribuée ou qui soit offerte aux voyageurs soit la plus précise possible, avec la poursuite du déploiement de systèmes beaucoup plus performants en termes d'écrans sur les quais, en termes d'écrans embarqués dans les bus et dans les métros, qui permettent aussi de conforter les voyageurs dans cet aspect de réassurance sur la fluidité du parcours dans tous les sens du terme qui était évoqué précédemment. D'accord. Donc finalement, des bonnes habitudes qui ont été prises. J'entends aussi que la question de la multimodalité est quand même très importante, parce qu'au-delà de, et peut-être on peut revenir à Amandine, mais ok, mais parfois pour se rendre au point A, et puis quand on est arrivé au point B, on n'est pas nécessairement, on n'habite pas nécessairement tout près du point A, et une fois arrivé au point B, on n'est pas nécessairement tout de suite sur son lieu de travail. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé aussi de votre côté, dans votre façon d'aborder l'avenir surtout? Charlotte? Amandine? Ou Charlotte, oui. Oui. Effectivement, c'est vrai qu'on sent une compétence très très forte de nombreux voyageurs aujourd'hui de réussir à combiner plusieurs modes de transport et pas uniquement des modes lourds, des modes ferrés. Donc, il y a déjà un très gros programme de déploiement, par exemple, d'abris vélos sécurisés qui va continuer à s'intensifier sous l'impulsion d'Île-de-France Mobilité. Et donc, bien entendu, on a tout intérêt à réussir à montrer toute la complémentarité de nos offres de train, évidemment, et de tram aussi, mais également avec du vélo, avec de la trottinette, pour que les parcours de nos voyageurs soient fluides et leur permettent d'aller rejoindre des fois ce dernier kilomètre qui peut être celui qui nécessite de combiner un autre mode. Donc, à nous de faciliter l'accès à ces modes complémentaires. Donc ça, c'est quelque chose qui existait déjà, j'imagine, mais que vous allez intensifier. Tout à fait. Et renforcer la communication aussi, parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances souvent des services qui existent autour de ces autres types de mobilité douce. Donc, à nous, en tant que transporteurs, de montrer tout le panel qui existe de combinaisons en fait autour de nos gares. Okay. Laurent Cavalido, ils ont bien travaillé, les transporteurs, alors du coup, vous êtes contents à la région? Sur la période de la crise, moi, je rejoins quand même le fait qu'il y a eu une vraie capacité en termes d'agilité par rapport à, on va dire, un système qui est quand même très complexe, puisque quand vous faites circuler autant de trains, métro, RER,
faut bien voir que l'Île-de-France, c'est quand même 70% du trafic total de la SNCF. Hein. C'est 9 millions de voyageurs par jour qui prennent les transports en commun. Et donc, quand il a fallu s'adapter effectivement à la crise, où on s'est retrouvé à un moment donné à devoir changer les niveaux d'offres en permanence, trouver des nouvelles méthodes de nettoyage et de désinfection avec un renforcement important, tout ça dans des délais extrêmement contraints. Mais je pense, comme d'ailleurs beaucoup d'entreprises ont été confrontées à cette nécessité de s'adapter, oui, effectivement, je pense que là-dessus, il y a eu un vrai travail collaboratif entre les opérateurs et Île-de-France Mobilité qui a permis de plutôt bien gérer le sujet, de maintenir une offre de transport en commun qui était quand même importante vis-à-vis de personnes qui n'avaient pas d'autres alternatives, ne serait-ce que les travailleurs clés, hein, tous ceux qui n'avaient pas la possibilité de télétravailler. Et donc, oui, de ce côté-là, nous, côté région, on est plutôt satisfaits et on pense que là-dessus, cette agilité qui a été démontrée devra être poursuivie par la suite. Puisqu'il y a beaucoup de défis justement autour de cette multimodalité qu'on a évoquée. Et donc voilà, c'est effectivement un point positif que je peux souligner. Alors, il y a on va dire l'envers de la médaille, hein, c'est que en gros, d'après ce que nous disent les sondages, il y a un tiers des habitants de la proche banlieue parisienne et un tiers des habitants de la lointaine banlieue parisienne qui disent finalement notre projet, enfin, qui exprime simplement le souhait de quitter l'Île-de-France. Comment est-ce que vous interprétez ça et comment, surtout comment vous voyez le fait de restaurer l'attractivité de ce territoire, évidemment sous l'angle qui est le vôtre, mobilité et d'ailleurs logement aussi. Hein, parce que je pense que ça fait partie d'un tout. Hein. Oui, tout à fait. Alors, c'est un sondage on a régulièrement effectivement des sondages de ce type. Hein, et l'Île-de-France est une terre paradoxale parce que donc quand vous faites ce type de sondage, effectivement, il y a beaucoup de Franciliens qui ont le souhait de quitter la région. Hein, et les deux raisons principales en plus qui sont effectivement dans mes champs de compétences, c'est souvent le temps de transport, puisque la moyenne en Île-de-France, pour un Francilien, c'est 1h30 par jour de temps de transport. Et tout ça étant aussi lié effectivement à la cherté du foncier et donc de l'immobilier qui pousse beaucoup de personnes, beaucoup de familles à partir assez loin en Grande Couronne, alors même que, Amandine l'a évoqué, on a une hyper concentration des emplois sur quelques pôles, la Défense, Val-de-Fontenay, la Plaine-Saint-Denis ou le Triangle d'Or à Paris. Donc c'est un vrai sujet, mais c'est paradoxal parce qu'à côté de ça, l'Île-de-France continue à attirer chaque année 60 000 nouveaux habitants, parce que ça reste une terre formidable en termes d'opportunités pour les études, d'opportunités professionnelles. Donc, elle reste malgré tout attractive. Alors, pour autant, il y a effectivement un sentiment d'insatisfaction auquel il faut répondre. Alors, à moyen terme, c'est vrai que l'idée, c'est plutôt d'essayer d'aller vers une sorte de polycentrisme, c'est-à-dire de faire en sorte, et là, c'est vraiment une politique d'aménagement, de rééquilibrer un petit peu tout ce qui est emploi sur des villes en petite et grande couronne pour éviter cette hyper-centralisation des emplois. Mais ça ne se décrète pas, c'est quelque chose qui se construit sur le moyen et le long terme. Et donc voilà, ça va être progressif, on ne peut pas compter que là-dessus. Donc ce qui est certain, c'est qu'il y a un gros travail qui doit être fait pour améliorer l'offre et le service par rapport notamment au transport, puisque le transport est une des causes qui explique ce sondage-là. Donc, on a notamment, nous, participé à changer l'ensemble des trains pour des trains plus neufs, plus confortables. Il y a tout un travail sur la régularité, parce que quand vous avez une ligne qui a 80% de régularité, ça veut dire qu'une fois par semaine, vous arrivez en retard. Et donc, c'est vrai que ça peut être insupportable, en plus du temps passé. L'idée étant que le temps de transport soit pas un temps subi, mais plutôt un temps de qualité. Et là-dessus, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, on en est conscient. Donc ça, c'est effectivement un des axes importants. Ça passe aussi par un changement de comportement et là-dessus, on peut sans doute capitaliser sur quelque part, ça peut être un héritage positif malgré toute cette crise. C'est effectivement tout ce qui concerne le développement du télétravail et le lissage des horaires de pointe. Je prends la Défense, vous avez à peu près plus de 100 000 personnes qui viennent tous les jours et qui sont concentrées pour les 2/3 entre 8h45 et 9h au niveau des salariés, je parle, parce qu'après il y a beaucoup d'autres emplois. Donc il suffirait parfois de décaler d'une demi-heure ou d'une heure son horaire d'arrivée pour désaturer un peu les lignes de transport. D'ailleurs, on dimensionne souvent par rapport à cette heure de pointe. Donc là aussi, en termes d'investissement, ça pourrait changer des choses et améliorer un peu le confort dans les transports. Donc là-dessus, il y a aussi sur les modes de travail et puis sur donc on peut jouer bien évidemment. Donc on a lancé des expérimentations avec Transilien à la RATP et en lien avec beaucoup d'entreprises, notamment sur la Défense.
On développe aussi des nouveaux modes de tarification. On a lancé, par exemple, un tarif Liberté Plus qui permet d'avoir une consommation à l'usage, ce qui permet aux franciliens qui télétravaillent ou qui veulent utiliser d'autres modes de transport d'avoir un peu plus justement de liberté et de pas juste avoir un forfait mensuel qui vous est prélevé. Et puis ça passe aussi par essayer de développer plus de transport à la carte avec un vrai rééquilibrage, notamment en grande couronne, puisque vous parliez notamment des franciliens de grande couronne. Et là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Donc notamment, alors c'est pas forcément les mêmes solutions parce qu'on va pas amener des transports en commun ferrés lourds partout en grande couronne. C'est évidemment pas soutenable financièrement. En revanche, on peut développer des solutions notamment sur la route qui concentrent encore beaucoup de déplacements et beaucoup de congestion. Et là-dessus, il faut qu'on réussisse à augmenter le taux d'occupation de la route. Donc ça passe par du covoiturage, par des lignes de bus express, par des parkings relais, par des transports à la demande aussi, que vous pouvez commander via une application. Donc, on a toute une série de solutions de transport qui pourraient permettre là-dessus d'offrir des solutions alternatives en grande couronne et d'améliorer aussi le quotidien des gens qui y vivent. Donc, c'est un peu sur l'ensemble de ce panel de solutions qu'il faut travailler parce qu'une fois encore, malgré ce sondage, on continue à avoir de plus en plus de franciliens qui viennent. Chaque francilien ayant à peu près 4 déplacements par jour. Et donc, il va falloir aussi absorber ces besoins de déplacement pour éviter qu'il y ait le sentiment d'assignation à résidence pour certains ou justement une utilisation de la voiture et de l'autosolisme. Non pas qu'on soit contre la voiture, parce que là-dessus, ça reste un mode de déplacement hyper important. Et moi, je rappelle souvent, 14 millions de déplacements sur 43 se font en voiture. Une majorité de déplacements se font en voiture. Mais il faut quand même qu'on essaie de favoriser, quand on le peut, le covoiturage, des lignes de bus express, le transport en commun, et donc offrir ce type de solution pour donner une alternative. Alors, on va donner la parole à Charlotte qui va introduire une petite vidéo, mais avant, qui est vraiment très personnelle, parce que je suis un gros utilisateur des transports en commun, pas simplement en région parisienne, mais un peu dans les autres grandes capitales. Donc, je suis détenteur d'une Oyster Card, d'un Passmo pour Tokyo. Est-ce qu'à un moment donné, on aura aussi en Île-de-France un système sans contact qui permet qui est totalement multimodal et qui permet de payer son trajet par trajet, ou de débiter une carte qu'on a chargée d'une manière ou d'une autre, tout simplement avec son téléphone portable, voir sa carte de crédit sans contact? Alors, c'est d'ores et déjà le cas, en fait, mais effectivement, je pense que c'est des changements très récents sur lesquels il faut qu'on communique plus. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens connaissent tous le Pass Navigo. Ça, c'est certain, c'est devenu vraiment dans le quotidien. On a lancé récemment donc l'équivalent de la Oyster Card londonienne, c'est le Navigo Easy. C'est concrètement une carte sans contact comme un Pass Navigo. Sur laquelle vous préchargez, c'est comme un petit portefeuille électronique, vous chargez sur un automate, par exemple, 10 tickets de métro, et donc vous pouvez voyager avec ça, donc comme une Oyster Card avec un nombre préchargé. Le Liberté Plus que j'évoquais, c'est pareil, c'est une carte Navigo, donc qui fonctionne aujourd'hui malheureusement sur le réseau T+, c'est-à-dire le réseau de métro parisien légèrement étendu. On va l'étendre sur la Grande Couronne d'ici à 2022, donc ce sera valable sur tout le réseau. Et le principe, c'est qu'avec cette carte-là, vous badgez en entrée et en sortie, et vous serez facturé un mois après de la consommation réelle que vous avez fait sur le mois précédent. Donc là aussi, c'est quelque chose qui va permettre énormément de facilité, parce que typiquement, pour celui qui souhaite prendre les transports en commun avec un usage moins fréquent, 2-3 jours par semaine, et puis alterner de temps en temps avec du vélo, la voiture ou autre, il a cette possibilité d'avoir une vraie consommation à l'usage. Dernier point, c'est que ça reste des cartes physiques, parce que c'est important là-dessus vis-à-vis de la fracture numérique de pas tout basculer sur les smartphones, mais on a aussi développé maintenant le fait que vous pouvez via les applications, mais notamment l'application Île-de-France Mobilité, avoir votre Pass Navigo sur votre smartphone et pouvoir valider avec votre smartphone, ce qui est aussi un gros progrès qui est en cours de déploiement. Donc, il y a véritablement une révolution sur la billettique qui est en train de se faire pour offrir justement plus de souplesse, plus de transport à la carte par rapport aux différents cas d'usage. L'idée étant aussi de vous permettre que ce Pass Navigo ou ces différents passes que je viens de décrire vous offrent aussi plus de services. Typiquement, aujourd'hui, quand vous êtes titulaire d'un Pass Navigo, vous avez la gratuité pour les parkings relais en gare. Vous pouvez débloquer vos Vélib. Vous avez la gratuité des consignes Véligo si vous voulez déposer un vélo
à proximité d'une gare parce que vous faites juste la distance entre chez vous et la gare de RER. Donc, on va essayer aussi d'aller vers le fait d'offrir de plus en plus de services autour de ces passes et de plus en plus justement de marge de manœuvre avec une consommation à l'usage ou en fonction des besoins des franciliens. Merci pour ces bonnes nouvelles. Alors Charlotte Bernard, on va passer une vidéo, mais d'abord un petit propos introductif pour nous expliquer. Oui, bien sûr. Tout à fait. En tout cas, ça rejoint complètement les propos de Laurent Calvalido. On voit bien que réussir à étaler la fréquentation en fait en dehors de ces pics d'affluence, de ces pics de pointe qu'on observait très fortement avant la crise sanitaire, c'est vraiment une réalité. C'est un enjeu pour nous pour restaurer l'attractivité des transports en commun après cette crise sanitaire. Donc en fait, pour y arriver, on se rend compte que des fois, il ne suffit de pas grand-chose. Il y a des petits changements d'habitude qui peuvent se prendre par des salariés qui ont la capacité à changer un petit peu leurs habitudes. On a parlé tout à l'heure avec Laurent Calvalido des horaires. À la Défense, on voit très bien qu'on a un pic d'affluence avant crise qui durait 30 minutes. Et finalement, si certains salariés sont enclins à pouvoir décaler un petit peu leurs horaires d'arrivée au travail un peu avant 8h40 ou un peu après 9h10, ça change tout en termes de perception du temps de trajet et du transport. On arrive au travail beaucoup moins stressé, beaucoup plus serein. Et donc finalement, dans la petite vidéo qui va suivre, on souhaite vous montrer en tout cas comment collectivement, c'est-à-dire nous transporteurs, mais les entreprises et les salariés, on peut tous agir finalement pour que nos déplacements demain en sortie de crise, ils soient beaucoup plus sereins. Et vous allez voir, Transilien s'engage de plus en plus à donner une information sur l'affluence, à la fois à bord mais aussi en gare, et bien entendu aussi à donner des conseils qui sont destinés au grand public, mais aussi aux entreprises et leurs salariés. Et ces conseils, vous le verrez, ils tournent autour de 4 thématiques. Une thématique sur le décalage des horaires, pour ceux qui le peuvent, bien évidemment. Une thématique sur des changements d'itinéraires, des itinéraires alternatifs pour des trajets un petit peu moins encombrés. Une thématique également qui porte sur tout simplement le fait de pouvoir contourner l'affluence ou encore de choisir de travailler un peu différemment, autrement, demain. Et là, on retrouve le télétravail, bien sûr, mais pas que. On retrouve aussi des actions comme des modifications d'horaires de réunion pour éviter de tous se retrouver dans les trains au moment où c'est le plus chargé, par exemple. Donc, je vous laisse découvrir la petite vidéo très, très courte. En Île-de-France, 46% des voyageurs estiment que les conditions de transport sont une source d'usure, de stress ou d'altération de la santé. 10% estiment que cela a un impact négatif sur la qualité du travail. Prenons l'exemple de l'heure de pointe à Paris-Saint-Lazare. Entre 7h et 9h du matin, l'affluence en gare de Paris-Saint-Lazare est la plus dense. 33 000 voyageurs se croisent aux bornes de validation et pour répondre à cette pointe, un train arrive ou part de la gare toutes les 28 secondes. Mais lorsque l'offre de train n'est plus suffisante, l'autre solution est d'agir sur la demande. Si seulement 10% de voyageurs modifient leurs habitudes, les gains sont considérables. On estime que le gain de ponctualité sera en moyenne de 1,5 points et 3 points en heure de pointe. Une arrivée plus sereine sur son lieu de travail et un temps de transport mieux maîtrisé. Transilien l'a compris et agit sur la demande au travers de l'information mise à disposition des voyageurs sur le niveau d'affluence. Une stratégie conjointe avec les entreprises et les autres générateurs de flux. Transilien propose également aux voyageurs des conseils personnalisés à la gare ou au contexte générant une affluence forte pour éviter les pics d'affluence. Décalez vos horaires. Transilien communique les pics d'affluence à 15 minutes près pour laisser aux salariés le choix de voyager plus sereinement. Changez d'itinéraire. Des itinéraires alternatifs sont proposés pour changer du trajet habituel quand celui-ci est très fréquenté. Contournez l'affluence. En complément du train, les salariés sont invités à diversifier leur mode de transport. Travailler autrement. Conseillez le télétravail, notamment le jour le plus fréquenté, ou utiliser des espaces de coworking disponibles en gare. Pour les entreprises, il s'agit de faciliter l'adoption d'une nouvelle organisation et de nouveaux comportements par leurs salariés. Heure d'arrivée décalée, télétravail réparti sur l'ensemble de la semaine lorsque c'est possible, diffusion des conseils Transilien et Île-de-France Mobilité. Pour maîtriser l'affluence dans les transports et améliorer le confort des trajets, Transilien ne peut agir sans la mobilisation des entreprises.
Superbe, cette vidéo, elle est très très bien faite et très explicite. Après, je pense qu'il y a beaucoup de travail, notamment dans le dialogue au sein de l'entreprise, parce qu'évidemment, chaque entreprise est différente, chaque équipe fonctionne de manière différente, et puis chaque personne est différente, mais on voit bien que vous abordez ces sujets de manière très très concrète. Quand entendu qu'à l'autre bout, on a dit tout à l'heure, le trajet moyen en Ile-de-France, c'est 1h30. Ça veut dire que si je veux arriver à 8h45 devant mon ascenseur à la Défense, je ne sais pas combien va prendre de trajet en ascenseur, parce que ça peut parfois être long. Grosso modo, il faut que je parte à 7h15 de la maison. Ça veut dire que je me suis levé un petit peu plus tôt. Et s'il faut que j'arrive plus tôt, voilà, il faut encore se lever encore plus tôt. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de chemin à faire et beaucoup de questions qui se passent en entreprise, mais on comprend que cette question du lissage de pointe, c'est vraiment de l'intérêt bien compris de l'ensemble des acteurs, aussi bien des usagers, des utilisateurs, des entreprises et puis des transporteurs. Alors Mathieu Dunant, comment vous regardez de votre côté la transformation des usages, et surtout comment vous projetez ça dans les périodes futures? Qu'est-ce qui va rester? Comment vous voyez les choses évoluer? Vous n'avez pas de boule de cristal, vous allez me dire, mais quand même, vous faites de la projection et de la prévision. Donc, comment vous abordez ça? Oui, absolument. La boule de cristal, nous ne l'avons pas, mais bien entendu, nous réfléchissons au scénario pour l'avenir. Je voudrais revenir sur 2-3 points tout en répondant à votre question. Bien sûr, la question de la multimodalité, elle est absolument essentielle. Laurent Calvalido en a parlé notamment sous l'aspect de la billettique qui est fondamental. Ça concerne aussi l'ensemble de l'information voyageur que l'on peut donner à nos clients en amont de leur voyage et évidemment en termes de réassurance pendant le voyage pour qu'ils puissent construire le trajet qui est le plus pertinent pour eux et le plus favorable. Donc ça passe par un certain nombre d'actions que j'ai évoqué précédemment, et il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé mais qui est très important, c'est le MAS, l'ensemble des dispositifs qui vont permettre et qui permettent déjà à nos voyageurs de construire des solutions de mobilité bout en bout de la façon la plus fluide possible. Ce que je voulais dire également, c'est que pour un opérateur comme le groupe RATP, la multimodalité est vraiment dans nos gènes, puisque nous opérons un réseau qui est très maillé et qui inclut un nombre de modes de transport très différents. On pense bien sûr aux grands modes classiques que sont le bus, le RER, le métro, le tramway, mais depuis plusieurs années, nous développons, en particulier avec des startups ou des jeunes entreprises partenaires, des modes complémentaires qui favorisent le trajet de bout en bout, ou qui peuvent proposer aussi des solutions alternatives à nos voyageurs. Je pense par exemple au covoiturage qui est développé depuis plusieurs années. Je pense aux scooters électriques, et globalement, toutes ces formes de mobilité trouvent évidemment à s'intégrer dans un parcours qu'on souhaite être le plus fluide possible pour nos voyageurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a beaucoup parlé du télétravail, et c'est aussi une façon de répondre à votre question sur que va-t-il se passer demain. Le télétravail, aujourd'hui, on est évidemment dans une phase qui est pas encore totalement stabilisée, puisque on recourt aujourd'hui massivement au télétravail pour les raisons qu'on connaît. Il est très probable que sous une forme sans doute un petit peu plus légère, si je puis dire, le télétravail va s'ancrer dans les habitudes. Et ça pose un certain nombre de questions, et ça ouvre aussi des opportunités. Laurent Calvalido en a parlé tout à l'heure. Un aspect positif du télétravail, ça peut aussi être une contribution directe, évidemment, à la réduction de l'insatisfaction des voyageurs aux heures de pointe,
qui est liée à une certaine forme de saturation de nos réseaux, qu'il s'agisse du réseau transilien ou du réseau RATP. Alors, il y a bien sûr toutes les démarches actives qui sont faites par les uns et par les autres, et Amandine et Charlotte en ont parlé, pour travailler sur ce lissage des heures de pointe, sur la solution des itinéraires alternatifs, mais mécaniquement, le télétravail va avoir un effet qu'on peut imaginer positif sur une légère désaturation aux heures de pointe qui sera favorable. L'autre question sur le télétravail, c'est quels vont être les nouveaux modes de déplacement des franciliens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne qui est en télétravail, et d'ailleurs on le sait tous, puisque nous avons évoqué en début de séance le fait que pour la plupart d'entre nous, nous étions justement en télétravail. On le voit bien, le télétravail, ça ne veut pas dire une absence de mobilité, ça veut dire une mobilité différente. Dit concrètement, si vous êtes salarié dans une entreprise, vous pouvez avoir un rendez-vous avec un client, un rendez-vous avec un fournisseur, et ce rendez-vous, au lieu de le faire au bureau, vous allez le faire, le cas échéant, dans un autre lieu, dans un lieu tiers, chez lui. On parle évidemment de la situation qu'on connaîtra en sortie de crise. Et c'est à nous d'inventer les solutions qui vont permettre de s'adapter à cette nouvelle donne, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce qu'il faut absolument éviter, c'est un report massif sur le véhicule personnel, non pas du tout dans une logique anti-véhicule, puisque comme Laurent Calvalido l'a rappelé, il y a des situations dans lesquelles c'est évidemment une solution qui est tout à fait raisonnable, mais plutôt pour éviter que demain, le report se fasse au détriment des grands enjeux auxquels concourt le transport collectif, c'est-à-dire la décarbonation et évidemment l'inclusion sociale et territoriale. Donc, un dernier élément de réponse sur l'innovation. Laurent a parlé également d'un certain nombre de territoires qui sont aujourd'hui moins bien équipés, notamment en termes de réseaux lourds. Nous travaillons aussi pour développer à des approches innovantes qui permettent d'adresser ces territoires, évidemment, en lien avec l'autorité organisatrice. Je pense aux solutions qui sont offertes aujourd'hui ou qui le seront demain par le développement du véhicule autonome. On a beaucoup parlé il y a quelques années du véhicule autonome et on y voyait une forme de Graal. Je pense qu'aujourd'hui, les positions sont beaucoup plus raisonnables, mais il y a néanmoins un certain nombre de cas d'usage qui se prêtent très bien, par exemple, à la desserte fine de territoires peu denses dans une articulation avec les modes lourds qui permet, par exemple, de rabattre un certain nombre de voyageurs vers ces modes lourds avec ce type de solution, et tout ça dans une approche bout en bout. Donc, en synthèse, la boule de cristal, personne ne l'a. On peut s'attendre à une tendance, en tout cas sur les années qui viennent, de légère baisse de fréquentation, mais qui s'inscrit néanmoins dans une tendance historique haussière d'utilisation des transports publics. Et tout l'enjeu maintenant, c'est d'être capable d'inventer les solutions nouvelles qui vont répondre aux nouveaux modes de travail, avec notamment, comme on l'a tous dit, une part accrue de télétravail dans les entreprises. Et je voudrais redire que le télétravail, ce n'est pas une absence de mobilité, c'est plutôt une mobilité qui va s'organiser différemment. Et évidemment, nous devons réfléchir aux meilleures solutions pour adresser ces nouveaux besoins. Oui, une mobilité qui s'organise différemment. Bien évidemment, dans le cadre de transition environnementale, avec un poids, une présence moins importante de la voiture individuelle, parce qu'on a bien vu au cours des dernières années qu'on était arrivé pratiquement à un point de saturation, et puis le télétravail qui finalement nous invite à une autre forme de mobilité, à condition quand même que tous les collaborateurs d'une entreprise ne veuillent pas tous systématiquement télétravailler le même jour au hasard, le vendredi ou le lundi, parce que sans ça ne va faire que déplacer le problème ailleurs. Amandine Martin, vous avez des chiffres sur le télétravail. Oui, sur ce sujet-là, justement, au sortir du premier déconfinement, on avait fait donc la fameuse étude dont je vous parlais tout à l'heure sur le mass transit, comme on dit à l'heure de la crise sanitaire. Et donc, on avait fait une hypothèse justement de 2 jours de télétravail par semaine
et l'impact que ça pouvait avoir dans les transports en commun. Alors, on voit que ça a un impact sur certaines destinations. C'est entre une baisse de 6 et 13% des heures de pointe. Donc, on voit que ça écrète les heures de pointe, mais ça ne les aplatit pas. Donc, vous avez raison de le dire, c'est encore mieux si ce télétravail dans les entreprises est réparti sur tous les jours de la semaine, parce que sinon, l'effet bénéfique pour les salariés sur leur transport ne se verra pas. Et puis, vous l'avez vu dans la vidéo, moins de monde au même moment, c'est un peu plus de ponctualité, un peu plus de régularité. Donc, c'est vrai que tout le monde y gagne. Voilà. Et puis, je voulais juste, c'est vrai qu'on parle de complémentarité de transport. Moi, j'aimerais quand même rappeler qu'il n'y a pas mieux que le train pour voyager loin et décarboner, quand même. Je sais que ça n'est pas un anti-voiture, parce qu'il y a en effet tout un tas de personnes qui ne peuvent pas faire autrement. Mais j'aimerais vraiment qu'à un moment donné, ça puisse être un transport choisi, parce que on est, si on reste dans les chiffres, on est à 4 grammes de CO2 par voyageur en train, contre 138 grammes de CO2 en voiture. Je dis ça et j'habite en Grande Couronne et je prends ma voiture, mais pas tout le temps, mais je le prends. Et donc, voilà, moi j'aimerais que ça puisse être un vrai choix, et c'est pour ça qu'on mène tout un tas d'actions pour améliorer, en tout cas, rendre plus confortable les déplacements, parce que vraiment, pour moi, ça fait partie de la qualité de vie au travail des salariés, et donc ça fait partie de l'attractivité de nos entreprises, de notre région. Enfin voilà, c'est un tout qui n'est pas qu'à la main des transporteurs, mais vraiment à la main des entreprises. Ouais. Et j'ajouterais une petite note personnelle, c'est que dans une vie antérieure, pour avoir travaillé pour la direction de la SNCF, ce n'est pas le cheminot de cœur que je suis qui vous contredira sur ces sujets-là. Donc, voilà. On arrive au terme de notre webinaire. Je voudrais vous remercier tous d'avoir participé, d'avoir préparé ce séminaire avec MEDEF Île-de-France et puis tous les MEDEF territoriaux de l'Île-de-France. Tous nos adhérents ont beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations de leurs collaborateurs sur ces sujets. Je voudrais dire que au-delà du webinaire, nous sommes tous régulièrement en contact avec vous. Aussi, s'il y a des questions et s'il y a des interrogations, même des inquiétudes que les uns et les autres veulent partager, je crois que vous êtes très très réactifs et prêts à participer à d'autres webinaires ou à répondre même au cas par cas, comme ça se présente souvent. En tout cas, voilà, je vais vous remercier. Laurent Calvalido, un mot de conclusion qui vous revient, puisque finalement c'est la région qui est à la tête de tout le dispositif. Puis ça ne doit pas être simple tous les jours, votre travail, mais enfin bon, on voit finalement que les choses se passent plutôt pas trop mal, au bout du compte. Oui, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Et effectivement, ce que je pense, c'est qu'on a devant nous des défis assez importants. J'en ai évoqué quelques-uns. On sait que notamment par rapport à la crise sanitaire, beaucoup de cartes sont rebattues sur l'avenir des mobilités. Je pense qu'il faut plus voir ça comme une opportunité, malgré tout, justement de repenser un certain nombre de choses, aussi bien pour les entreprises que pour nous, collectivités territoriales, que pour les transporteurs. Sur tout ce qu'on a évoqué, l'évolution des modes de travail, et de notre côté sur comment aussi on peut construire positivement à la fois sur l'agilité qu'on a pu démontrer pendant cette crise, et je tiens à nouveau remercier les opérateurs qui font partie intégrante du système, et puis surtout pour essayer de répondre par rapport au sondage que vous avez cité et qui était un peu à l'introduction de ce webinaire, comment on essaie de répondre à cette insatisfaction et de faire en sorte que vraiment le temps de transport, parce que le transport c'est plus que du transport, c'est avant tout quand même de la qualité de vie, que le temps de transport soit vraiment un temps de qualité, non pas un temps subi. Je pense que c'est vraiment l'un des points importants sur lesquels on a tous cette ambition commune.
Merci. Merci Amandine, Martin, merci Charlotte Bernard, merci Mathieu Dunant et Laurent Calvanino d'avoir participé à ce webinaire. Et puis les équipes qui, derrière MEDEF Île-de-France, ont organisé tout ça de main de maître. Merci.